Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 14e étape de cette Vuelta 2024. Et oui, 14e étape et dernière dans ce mois d'août. Ensuite, ce seront des étapes au mois de septembre, à partir de demain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote pour cette journée. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis pour me soutenir, eh bien c'est plus simple, comme ça vous pouvez cliquer rapidement sur les miniatures de vidéos. Autre solution également comme soutien, autre moyen de me soutenir, si vous avez les moyens, eh bien vous pouvez faire un super thanks. On commence avec cette étape 14. Bon, étape 14 qui ressemble un petit peu à l'étape de jeudi dernier, c'est-à-dire un parcours qui n'est pas suffisamment dur pour les leaders du général. Il ne faut pas se mentir, certes on a du dénivelé positif, ça va peut-être engendrer un peu de fatigue, mais pour moi c'est une bagarre entre les échappés que l'on devrait avoir et un statu quo du côté du peloton, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que déjà c'est une arrivée en descente, donc c'est vrai que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Deuxièmement, la montée finale est en fait longue, certes de première catégorie, on va à 1500 mètres d'altitude, mais il n'y a pas de pourcentage exceptionnel. On est sur du 5%, 5,5% de moyenne, il n'y a même pas de 6%. Le 6% c'est sur la première côte de la journée. Alors certes, l'étape est longue, mais on est sur du 200 km. Ça reste raisonnable en termes de longueur, on n'est pas sur du 230, 240 km comme on a pu connaître notamment parfois sur le Giro. Et puis, l'autre facteur qui va faire qu'entre les leaders, on n'aura pas forcément de bagarre. Demain, il y a des pourcentages. Demain, il y a un final qui est compliqué. Et demain, c'est une arrivée en bosse. Autant vous dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on prenne des risques. En plus, les conditions météo ne vont pas aider. Il va falloir se remettre de l'étape d'hier. Où Primož Roglič a mis quand même un gros coup dans la tête à tout le monde. Je pense qu'il y a certains coureurs qui n'ont pas dû passer une énorme nuit à cause de Primož Roglič. Tous ces facteurs-là font que pour moi, c'est une étape qui sera pour baroudeur. Alors, ça peut permettre à des coureurs peut-être de s'imposer parce que ça peut être une étape quand même intéressante dans l'échappée parce qu'avec du 4-5% de moyenne, ça va être dur de faire la différence avec les jambes. C'est-à-dire qu'il va falloir être bon tactiquement, peut-être aussi avoir un petit truc en plus, attaquer dans le final, tenter quelque chose du côté de cette étape, surprendre peut-être ses adversaires. Dénivelé positif, 2876 mètres, c'est la 11e étape dans ce classement. On regarde tout de suite la présentation du parcours. L'étape numéro 14 de cette Vuelta, une étape avec deux côtes au programme, côte de 3e catégorie, côte de première catégorie, mais vous voyez, pas forcément avec des gros pourcentages, ça devrait convenir aux baroudeurs, surtout que l'étape est longue, 201 km au programme. On part de Villafranca del Bierzo pour aller à Villablino. Début de journée, on repasse du côté de Ponferrada au bout d'une quinzaine de kilomètres de course. Nouvelle bosse à la sortie de Ponferrada, 3 km 2 et 4% de moyenne. Vous voyez que ce début de journée sera un début de journée plutôt en prise. Jusqu'au premier passage du côté de la ville de Villablino, on passera une première fois sur la ligne d'arrivée et vous voyez avec une petite bosse au programme de 600 mètres à 3,2%. On passe au Cabales de Abayo et la côte du Puerto de Cerredo, 7 km à 4,6 de moyenne, une côte qui ne devrait pas vraiment mettre en difficulté les coureurs comme vous pouvez le voir avec un début de premier kilomètre quasiment plat et ensuite seulement un passage à 6,1% qui ne fera pas vraiment extrêmement mal aux coureurs. On redescend, longue descente vers le sprint intermédiaire de Cangas del Narcea. Au kilomètre 150, on sera donc à 51 km de l'arrivée, quasiment au pied du Puerto de Letariegos, 22 km 8 à 4,5 de moyenne. Alors oui, on sera à 1500 mètres d'altitude, oui, on est seulement à 16 km de l'arrivée, mais non, il n'y a pas suffisamment de pourcentage comme on peut le voir sur ce graphique avec 4% de moyenne et il n'y a pas vraiment un pic sur cette montée, c'est-à-dire que c'est 4% régulier. Alors oui, ensuite il y a une descente qui nous amènera quasiment à Villablino, même si les 3-4 derniers kilomètres seront assez plats, comme vous pouvez le voir, avec surtout une remontée sur les 600 derniers mètres
pour le sprint final. On regarde un petit peu ce final avec cette descente. Bon, voilà, vous voyez quelques épingles, mais à partir de 5 km de l'arrivée, on arrive sur une belle route qui ne devrait pas mettre en difficulté les coureurs. À 3 km de l'arrivée, vous voyez, il y a ce petit virage. 2 km de l'arrivée, il y a encore une courbe. 2 ronds-points à prendre. Et puis, ce qui est dangereux, c'est ce virage à 500 mètres de l'arrivée. Si on est dans un petit groupe, ça peut, pourquoi pas, mettre quelques coureurs en difficulté avant la zone d'arrivée. Du côté de la météo, on aura un temps orageux sur cette journée avec 90% de risque de pluie. Et en température, on sera entre 20 et 24 degrés. Du vent, un petit peu quand même, 35 km/h, mais voilà, entre 30 et 35 km/h, un vent qui sera de nord-ouest. Donc vous voyez que sur ma petite carte, ce vent devrait taper de cette manière-là. Donc plutôt de face, hein. Il semblerait plutôt de dos pardon, sur le circuit, parce qu'on va plutôt le prendre comme ça la montée. Donc ça pourrait peut-être permettre des attaques du côté de certains coureurs, mais encore une fois, je ne pense pas du côté des leaders du général. On regarde tout de suite l'histoire de la Vuelta. L'histoire du Tour d'Espagne. Il n'y a pas grand-chose à dire du côté de Vilafranca del Bierzo, la zone de départ, car c'est la première fois que le Tour d'Espagne y passe. La seule course qui s'était déroulée à Vilafranca del Bierzo, qui avait connu une arrivée, eh bien, c'était le Tour de Castille et Léon en 2004. Ça remonte. Victoire d'Alejandro Valverde lors de l'étape numéro 5. Et en 2019, c'était un certain Enrique Sanz qui s'était imposé, coureur qui a pris sa retraite, qui était passé notamment chez Movistar en début de carrière et qui a fini sa carrière chez Kern Pharma. Du côté de l'étape où nous avons une montée en début de journée, le Puerto de Cerredo, qui a connu un passage du Tour d'Espagne, c'était en 2006 lors de l'étape numéro 9, étape qui avait été remportée par Alexandre Vinokourov. C'était une étape, une montée qui était plutôt en première partie de journée. On arrivait du côté de l'Alto de la Cobertoria et c'était une étape déjà longue à l'époque, 207 km. Vinokourov qui s'était imposé devant Valverde et Andrei Kashechkin après être parti à 1 km du sommet. Le Puerto de Letariegos, eh bien lui n'a jamais connu de passage de la Vuelta. Peut-être pas considérée comme la montée la plus complexe, il faut bien le dire. Cette montée longue mais peu pentue en termes de pourcentage. Et puis l'arrivée à Villabino qui n'a connu que 2 passages de la Vuelta en 2008 lors de l'étape numéro 15. La Vuelta a été passée dans cette commune, étape qui avait été remportée par un certain David Garcia da Peña qui était de l'équipe Jacobeo Galicia. Ce coureur David Garcia da Peña, qui a été suspendu pour dopage après sa carrière, qui avait fait un énorme Tour d'Espagne lui aussi en 2010 dans cette formation. Il avait fini 11e et il était passé dans sa carrière, il avait commencé dans une équipe portugaise, Ela Pecol, qui était devenue ensuite Ela Aluminios. Et puis il était passé dans l'équipe Canton AD, qui était une équipe portugaise aussi. Donc voilà, dans son début de carrière, il avait notamment été performant sur une étape du Tour du Portugal cette année-là. Alors dans le palmarès de David Garcia Pierna, il y a le Tour de Turquie en 2008 qu'il avait remporté, le Tour de la Roya, ou encore une étape du Tour de Turquie en 2009. Mais qu'une seule victoire, voilà, sur ce Tour d'Espagne qu'il a participé à 4 reprises, une participation également dans sa carrière au Tour d'Italie à David Garcia da Peña, qui a fini sa carrière sur dopage, mais qui, je crois, fait partie des coureurs qui avaient réussi à récupérer leurs résultats auprès du tribunal. Et puis voilà, on a fait Woodla Boleno, qui a connu également le Tour de Castille et Léon. Alors souvent des débuts de Tour de Castille et Léon, notamment la victoire d'un japonais, Miyataka Shimizu, qui s'était imposé en 2007, ou encore Bokemolema en 2006, qui s'était imposé dans cette commune. Du côté des coureurs cyclistes du coin, des cyclistes du jour, je commence avec José Manuel López Rodríguez, vainqueur d'une étape du Tour d'Espagne, c'était en 1969, premier vainqueur
du Grand Prix Miguel Indurain. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est un coureur... c'est un coureur dont on a déjà parlé. José Manuel Lopez Rodriguez. Donc je ne vais pas vous redire encore beaucoup de choses sur ce coureur entre 65 et 1972. Voilà, 13 participations à des grands tours. Et puis sinon, c'est Antonio Menendez, là aussi coureur dans les années 70, vainqueur d'une étape du Tour d'Italie, Tour d'Espagne, Tour de Catalogne, et vainqueur également de 2 étapes du Tour des Asturies, mais jamais vainqueur d'étape sur le Tour de France. Mais lui aussi, on en avait déjà parlé, parce qu'on avait parlé de sa victoire d'étape sur le Tour de Corse à Antonio Menendez. Donc voilà, pas grand chose à vous dire sur les cyclistes du jour, vous avez bien compris. On est dans un coin qu'on a déjà pas mal parcouru. Du côté de la stratégie, eh bien, je vois encore la victoire d'un coureur dans l'échappée, comme je vous l'ai dit. Encore une fois, parce que Roglic a fait mal à la tête de ses adversaires, parce qu'il n'y a pas d'intérêt forcément aujourd'hui, alors que demain, on pourra faire des différences. Donc voilà, combiné à tous ces paramètres-là, je pense à la victoire de l'échappée sur cette étape. Je pense qu'il n'y aura pas véritablement de bagarre entre les leaders du général, car pour moi le final n'est pas assez dur. Du côté de mes favoris, je mets Carlos Verona, le coureur de la Lidl Trek. On a déjà vu à l'attaque Carlos Verona, qui peut être assez filou, qui va peut-être pas être le coureur le plus surveillé. Riccitello, mais ça me semble quand même pas évident pour Riccitello de faire la différence. Encore une fois, les pourcentages sont pas si énormes que ça, mais peut-être que dans une échappée pas si énorme que en termes de qualité de grimpeur, eh bien, il serait en capacité de faire la différence par rapport à certains coureurs. J'ai mis Cepeda, parce qu'il faut toujours se méfier de Cepeda, le coureur de l'AEF, et que Carapaz a perdu un petit peu de temps, donc peut-être qu'on va lui laisser l'opportunité de partir en échappée. Grosse cote, Lorenz Heuss. Là, c'est si on arrive à piéger tout le monde du côté de la Arkea BNB Hotel. Du côté du programme télé, départ fictif à 12h25. Rodanillo à 159 km de l'arrivée entre 13h34 et 13h40. Puerto de Cerredo, 3e catégorie, à 98 km de l'arrivée entre 15h et 15h14 pour un sprint intermédiaire à 50 km de l'arrivée entre 16h07 et 16h28. Arrivée prévue entre 17h16 et 17h45. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!